reprographie. Je ne crois pas que ça existait. Donc, ce que c'est, ça c'est parce qu'au début, on parlait de la photocopie. Donc, c'était uniquement la photocopie. Ensuite, on est arrivé à la télécopie, à l'impression, et là, on avait besoin d'un terme générique. Et voilà, qu'on développe et on fait référence à la reprographie. Maintenant, on parle aussi de la numérisation et on parle aussi des réseaux à l'Internet, intranet, les réseaux internes. Et puis parce que ça suit, grosso modo, les droits gérés par les sociétés de gestion en matière de reprographie plutôt que le papier, ce qui est l'origine de la reprographie. Ensuite, qui sont les ayants droit concernés? Tout type d'écrivain, de matériel pédagogique, didactique, académique, de fiction, de non-fiction, les journalistes, les critiques littéraires, tout ce qui peut être reproduit sur papier. Et en plus, les artistes en art plastique, les photographes sont beaucoup utilisés en copie. Les dessinateurs, les peintres, artisans, etc. Et également les compositeurs. Parce que les compositeurs font des partitions et des notes musicales. Les éditeurs concernés sont surtout les éditeurs de livres de toutes espèces, les périodiques, quotidiens, journaux, scientifiques, culturels, etc. Et de la musique, partition musicale libre de chansons. Donc ça c'est grosso modo la reprographie de ce qu'on parle et les ayants droit concernés. Maintenant je laisse la parole à Pierre qui va vous expliquer et parler des utilisateurs principaux. Merci. Bonjour à tous. Donc j'ai eu l'occasion de me présenter hier déjà. Donc je suis Pierre-Olivier Esburger, je travaille à l'IFRO, où je travaille plus précisément sur les questions de développement de la gestion collective, notamment en Afrique et en Europe de l'Est. Avant d'en venir au mécanisme d'administration des droits en matière de reprographie, juste pour vous dire un mot sur l'IFRO, si vous n'êtes pas familier avec notre organisation. Donc, vous avez vu, M. Stockmo vient de présenter tous les ayants droit qui sont concernés par la reprographie, donc les auteurs, les éditeurs de presse, les éditeurs de livres. L'IFRO, c'est la fédération internationale pour tous les organismes de gestion collective qui gèrent ces droits. Et il y a deux cas, on va dire deux possibilités. Vous avez la première qui est la plus commune, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale, où il y a une société pluridisciplinaire qui gère tous les droits, y compris la reprographie. C'est pour ça que, par exemple, dans la salle, vous avez le BBDA, le Burida, l'ONDA, qui sont membres de l'IFRO, parce qu'ils gèrent la reprographie plus d'autres droits. Et vous avez aussi des sociétés qui ne gèrent que la reprographie. Ce qui est plus commun, peut-être, en Afrique anglophone ou en Europe, ou par exemple au Cameroun, vous avez une société qui gère uniquement la reprographie, qui s'appelle la SOCIL-droit. Et donc, en tout, nous avons 105 organismes qui gèrent ce droit-là, qui sont membres de notre fédération. Et en plus de ça, nous avons des associations de journalistes, d'éditeurs, d'écrivains, qui représentent aussi différentes catégories d'ayants droit qui font partie de la grande famille de l'IFRO. Et pour vous donner quelques exemples d'activités récentes que l'IFRO a eues en Afrique, voilà, j'ai fait une petite liste. D'abord pour dire que nous avons un comité africain qui représente tous les membres de l'IFRO en Afrique, et qui est présidé par quelqu'un, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est Dora Makwinja du Malawi, qui est la présidente de notre comité africain et qui est aussi la première vice-présidente de l'IFRO. Et qu'avons-nous fait récemment en Afrique avec nos membres? Donc vous voyez, on a organisé un atelier avec nos membres sud-africains, avec les grands utilisateurs d'œuvres. Au Bénin, il y a un projet dont on va parler juste après, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Au Botswana, on soutient le développement de la reprographie aussi avec la société Cosbots. Au Kenya, il y a eu dernièrement une nouvelle loi sur le droit d'auteur à laquelle nous avons soumis quelques propositions qui ont été acceptées, qui vont donner une base plus solide pour la reprographie.
Au Malawi, à Zanzibar, on met en œuvre avec les sociétés le droit de prêt public, qui est un droit qui revient aux auteurs et parfois aux éditeurs pour le prêt de leurs œuvres dans les bibliothèques. C'est quelque chose qu'on trouve par exemple aussi dans la loi du Burkina Faso. Et en Zambie, on a soutenu les associations d'auteurs. Juste pour vous donner un peu un aperçu du type d'action que l'IFRO peut avoir sur le continent africain. Pour en revenir maintenant à ce que Olaf vient de dire. Donc, la reprographie, c'est ce qui concerne toutes les reproductions d'œuvres imprimées. C'est vraiment, on peut essayer de résumer ça de la façon la plus courte possible. Quand vous pensez aux œuvres imprimées, donc les livres, les photos, les partitions, les articles, vous pouvez voir ici, c'est un peu tous les endroits où ces œuvres vont être reproduites. Et parmi tous ces endroits, parmi tous ces lieux où la reproduction d'œuvres a lieu, en général, le principal lieu où les œuvres sont le plus reproduites, c'est l'enseignement. Parce que les manuels scolaires, les livres, c'est vraiment la base de l'enseignement. Donc vous allez voir que dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle université, on va photocopier des milliers et des milliers de pages. C'est ce qui a été dit ce matin par notre collègue sénégalais qui disait qu'il suffit de sortir dans la rue et on voit partout des copies-services, des endroits où les œuvres sont reproduites. Et donc quel est le but de la gestion collective de la reprographie? C'est d'essayer de faire en sorte que pour chaque reproduction ou utilisation secondaire de ces œuvres, va être attaché un mécanisme de rémunération. Même façon que pour la musique et pour l'audiovisuel, à chaque fois qu'une œuvre est diffusée, à chaque fois qu'une œuvre est jouée, on va essayer d'obtenir une rémunération pour les ayants droit. Et j'ai essayé de représenter sur ce point. Ah ok, je vous bloque la vue. Je veux que tout le monde puisse voir, donc je me mets ici. Donc voilà un peu ici les différents mécanismes d'administration. Donc, par exemple, quand des livres sont empruntés en bibliothèque, j'ai parlé du droit de prêt public, qui a une rémunération pour les auteurs. Quand les œuvres vont être utilisées dans la classe, c'est-à-dire quand, par exemple, l'enseignant va soit photocopier des œuvres ou simplement les lire, ou demander à ses élèves de les lire ou de les reproduire, il va y avoir un contrat, une licence qui va être signée. La copie privée, on en a parlé hier, qui aussi concerne les auteurs et les éditeurs de l'écrit. Ou aussi quand, par exemple, dans les entreprises, des articles sont téléchargés, sont envoyés par email d'un collègue à l'autre. Tout ça, ce sont des utilisations d'œuvres protégées et en principe, elles doivent donc être soumises à une rémunération. Et... Next. Merci. Et donc, si on essaie vraiment de voir quelles sont les deux principales formes de rémunération dans le domaine de la reprographie, ce sont les deux que vous pouvez voir ici. La première, c'est la convention, qui est un contrat ou une licence, par laquelle l'organisme de gestion collective va signer un contrat, par exemple avec une université ou avec une entreprise, voire avec le ministère de l'Éducation pour les écoles, en disant vous faites de la reproduction d'œuvres, ça c'est soumis, ce sont des droits exclusifs des auteurs. Bien sûr, on veut que vos élèves aient accès aux œuvres, mais signons un contrat, prélevons une petite rémunération, par exemple par étudiant ou par élève, et cette rémunération sera versée aux ayants droit. C'est une forme qui est très commune, qui va être présentée un peu plus tard par M. Stockmore. Et la seconde, c'est ce qui nous amène à être ici, en tout cas ces 2 jours, c'est les prélèvements pour reprographie et les prélèvements pour copie privée. Alors il y a eu des discussions hier, est-ce qu'on devrait dire rémunération compensatoire, compensation, prélèvement. Bon, je vais utiliser un peu les termes de façon interchangeable. Ce que je ne vais pas utiliser, c'est taxe, puisque je pense qu'on est d'accord maintenant, ce n'est pas une taxe. Et même redevance, on essaie de l'éviter parce que redevance, c'est quand même en général associé à l'État prélevant des sommes parfois versées au budget de l'État. Donc je vais rester sur prélèvement ou rémunération. Et en ce qui concerne la reprographie, vous avez donc les prélèvements copie privée, on en a largement parlé hier et aujourd'hui, donc pour la copie privée des œuvres. Et vous avez les prélèvements reprographie, qui sont ces prélèvements sur les photocopieurs, les imprimantes, les scanners, donc ces appareils qui ne peuvent copier que des œuvres imprimées. Voilà un peu les deux grands systèmes de rémunération qui existent en ce qui concerne la reprographie. J'ai essayé de résumer un peu ici quelles sont les différences et quelles sont les analogies entre les systèmes de prélèvement pour reprographie et les systèmes de prélèvement pour copie privée. Donc la copie privée en général se concentre sur la copie privée faite par des personnes physiques. La reprographie en général va plus loin. Donc je crois que c'était le Burkina Faso ce matin qui parlait des exemptions qui peuvent exister à la copie privée pour certaines catégories d'utilisateurs. En matière de reprographie, il y a en général moins d'exemptions.
c'est-à-dire les appareils qui vont être utilisés dans les universités ou dans les entreprises, donc à des fins commerciales ou d'enseignement, vont en général être soumis à la rémunération pour reprographie. Les outils et équipements peuvent différer, ça, on a déjà parlé de ça, et bien sûr les deux s'entrecroisent, c'est-à-dire les appareils soumis ou les outils soumis à la rémunération copie privée vont pouvoir être utilisés pour reproduire des œuvres des auteurs et des éditeurs de l'écrit, donc on a un peu, disons, les deux systèmes se mélangent un petit peu. Et une dernière chose, il y a quelque chose qui est propre à la reprographie, c'est ce qu'on appelle la rémunération sur l'utilisateur, et c'est une rémunération qui s'attache, on va dire, aux grands utilisateurs plutôt aux grands reproducteurs d'œuvres imprimées. Typiquement, ça va être les copies-services. Donc on va avoir une rémunération sur les appareils de reprographie, donc mettons, une imprimante entre sur le territoire ou est fabriquée sur le territoire du Sénégal, on va la soumettre à un prélèvement. Et lorsqu'ensuite quelqu'un à titre commercial va utiliser cette imprimante, ce photocopieur, comme principale activité commerciale, alors il va être soumis à une autre rémunération basée sur l'idée que, étant donné que la reproduction d'œuvres est sa principale activité commerciale, il devrait payer un peu plus que celui qui va utiliser l'imprimante simplement à des fins personnelles. Donc voilà un peu pour dresser le tableau des prélèvements copie privée et reprographie pour nos ayants droit, qui est résumé sur la slide suivante. Donc vous voyez un peu les trois cas de figure pour les prélèvements copie privée et reprographie. Prélèvement sur les appareils de reprographie uniquement, part de la copie privée qui va vers les auteurs et les éditeurs, et rémunération sur les copies services. Pour vous donner quelques exemples de tarifs, ils ont déjà été dit ce matin en fait, donc même cette slide est un peu inutile. En Algérie, il y a un prélèvement spécifique sur les appareils de reprographie, je pars sous le contrôle de Marmoud, qui est situé à 3% de la valeur, et qui ensuite est affecté aux ayants droit de la reprographie via une commission reprographie qui est dédiée. Au Malawi, on en a beaucoup parlé dernièrement, puisqu'ils ont commencé à percevoir au titre de la copie privée, je crois depuis mars, et ils ont perçu des sommes assez importantes. Il y a des tarifs qui vont de 5%, par exemple pour les photocopieurs, les imprimantes, 10% pour les appareils multimédia qui peuvent permettre de copier plusieurs répertoires. Et si vous regardez la loi, il y a ensuite une répartition. 30% des sommes vont aller aux artistes de la musique, 15% à l'audiovisuel et 15% à la reprographie. Et vous allez me dire, il manque, ça ne fait pas 100% parce qu'il y a ensuite une part qui va, pareil, à un fonds pour soutenir la créativité, il y a une part qui va à la douane, il y a une part qui va au bureau du droit d'auteur. Donc voilà, simplement deux exemples de tarifs. Et quant au Mali, ça a été dit ce matin, donc j'ai pas besoin de m'appesantir là-dessus. Il y a les tarifs qui sont prévus et qui couvrent les appareils de reprographie, vont de 5% pour ceux qui sont fabriqués sur le territoire malien à 10% pour les appareils qui sont importés. Donc c'est un peu des exemples de tarifs assez classiques. Et maintenant je repasse la parole à M. Stoppo pour revenir sur les contrats et les licences. Merci. Alors, Monsieur Lesberger, il a bien présenté une façon de rémunérer pour la reprographie, notamment prélèvement sur les appareils, prélèvement sur les utilisateurs. Le plus grand utilisateur est notamment les institutions d'enseignement, parce qu'ils utilisent des livres, des journaux, des périodiques, de musique écoutée et imprimée, des images fixes. Et puis, si on a besoin d'une seule œuvre, alors on peut très bien l'acheter. Du moins, on devrait pas le photocopier. Mais si on a besoin d'un chapitre de cette œuvre, si on a besoin de quelques pages, alors il faut faire une photocopie. Donc, ce sont les institutions d'enseignement qui ont demandé aux éditeurs et auteurs de trouver un mécanisme pour faciliter ça. Quand les sociétés en matière de reprographie ont commencé à signer des contrats. Parce qu'on ne parle pas d'une seule copie, on parle de milliers de copies. Par exemple, au Ghana, chaque étudiant fait ou reçoit plus ou moins 300 copies de protégés par an. Donc c'est beaucoup. Et alors, l'éducation, l'enseignement et la photocopie ou la reproduction d'une œuvre publiée sont étroitement liés.
Quoi qu'il en soit, toutes les institutions qui ont besoin de faire une copie d'une œuvre publiée ont besoin aussi d'être autorisées par une société de gestion en matière de reprographie. Et puis là, la majorité des sociétés signent des conventions, signent des contrats avec les grands utilisateurs. Et là, on peut identifier quelques éléments clés de ces conventions, bien qu'il soit nécessaire de faire des ajustements institutionnels. Donc, lesquelles sont ces conditions clés? Donc, on parle des usagers autorisés. Et les usagers autorisés sont les personnels, les employés de l'institution. Le cas échéant, les étudiants, les universités, les étudiants, les professeurs, les chercheurs, si on parle des institutions d'enseignement supérieur et secondaire et primaire. Les utilisations autorisées sont les usages personnels. Donc ce n'est pas pour être vendu, ce n'est pas pour être envoyé au marché, transmis d'une institution à l'autre. C'est pour l'usage personnel de l'étudiant, du professeur ou de l'employé. Et c'est normalement l'usage interne. Normalement, on n'autorise pas, par la convention signée et offerte par les sociétés de gestion en matière de reprographie, la copie d'une œuvre entière. On parle de fragments. Les extraits plus fréquents sont entre 10 et 20% de l'œuvre. Mais si l'ouvrage, si l'œuvre n'est pas disponible, alors les limites sont souvent étendues, jusqu'à 50% en Tanzanie. Puis, normalement, on autorise un chapitre entier, même si ça dépasse le 10%. Mais pas si l'ouvrage est fait d'un seul chapitre. Mais normalement, un chapitre entier, un ou deux articles d'une périodique. Donc ça, ce sont trois conditions clés. Puis ensuite, les usages autorisés, ça c'est l'usage par photocopie, de télécopier, d'imprimer. Et avec la transition vers le numérique, aussi numériser, télécharger, stocker sur une base de données pour être distribué dans un réseau interne. Ça c'est normalement autorisé maintenant par les sociétés de gestion. Et puis, les utiliser dans un cadre d'enseignement virtuel. On est d'accord? Et puis, trois autres éléments clés. L'utilisateur doit informer le personnel, doit informer les usagers, les étudiants, normalement les étudiants, les élèves, les professeurs. Normalement, ça se fait par affichage. Ils peuvent afficher de l'information près d'un photocopieur ou sur le réseau. Ils doivent participer aux études parce que ça se dit de soi-même qu'il y a tellement de copies effectuées que ce n'est pas possible de contrôler chacune des copies effectuées, chacune des copies faites. Donc, il faut faire des études. Alors, les conditions obligent normalement les institutions d'y participer. Et puis, il faut sensibiliser. Et puis, il faut trouver une modalité de calcul. Et le plus souvent, je tiens à dire, le plus souvent, ça c'est un tarif par étudiant. Bien qu'il y ait aussi des tarifs de redevance par page, et aussi, comme je vais vous montrer, de prélèvements sur la machine et de sommes forfaitaires à payer. Et puis, il faut se mettre d'accord sur le versement de paiement. Si ça sera par trimestre, tous les 6 mois, annuellement, etc. Donc, voilà, encore une fois, qui revoit un peu les deux mécanismes principaux.
Avant de conclure et d'en venir, on s'est entendu avec plusieurs d'entre vous pour que l'expérience de ceux qui sont autour de la table en matière de reprographie puisse être partagée. On voulait simplement revenir sur l'importance du secteur de l'édition. Parce que c'est un secteur qui est très important, je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus, au niveau économique, au niveau de la contribution à l'emploi, au niveau du PIB. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est aussi un secteur qui permet que les enfants et les étudiants puissent étudier en utilisant des manuels scolaires ou des livres qui sont faits par des auteurs et des éditeurs locaux en prenant en compte un référentiel qui est le leur. C'est-à-dire que, mettons, un enfant dans une école au Sénégal va pouvoir avoir accès à des manuels qui vont décrire une réalité qui est celle qu'il connaît et qui est autour de lui. L'inverse serait, ce qui existe encore dans plusieurs pays, d'importer des manuels, par exemple français, et qui décrivent un environnement et une réalité culturelle qui n'a rien à voir avec la réalité ici. C'est pour ça qu'on pense vraiment, on est convaincu que l'édition, c'est pas seulement un secteur économique qui est important, mais c'est aussi quelque chose qui ancre vraiment la réalité culturelle et linguistique d'un pays. Et donc c'est aussi important à ce titre d'avoir un secteur de l'édition qui est fort. Il y a une étude qui a été faite au Botswana, qui a été publiée il y a 4 mois de ça, qui est disponible en ligne, donc vous pouvez la trouver facilement, et qui montre encore une fois l'importance du secteur de l'édition, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau du PIB. Et vous voyez par exemple ici, on a essayé de considérer quelle est la contribution des différentes industries créatives à l'emploi. Et vous voyez la presse, enfin, peut-être que vous ne voyez pas bien en fait, parce que c'est pas assez gros, mais la barre qui est tout à gauche, qui est la plus grande, c'est le secteur de la presse et de la littérature, donc qui est de loin le plus grand contributeur à l'économie. Et ensuite vous avez les différents secteurs. Évidemment ça varie en fonction des pays et des situations, mais c'est un secteur qui en général est important pour l'économie d'un pays. Et une étude a été faite au Royaume-Uni où on a demandé aux auteurs et aux éditeurs britanniques quelle est l'importance des revenus qu'ils reçoivent, non pas de la vente de leurs livres, donc de leur contrat d'auteur, mais de la gestion collective. Donc, puisque lorsque vous avez un système de gestion collective qui est en place pour la reprographie, comme c'est le cas au Burkina, au Ghana et ailleurs, vous recevez à la fois des revenus. Et ne laissez aucun créateur en rade. Le projet tel que nous l'avions formulé et mis en route avec l'OMPI a donné lieu dans un premier temps à un atelier, à une conférence de sensibilisation qui a réuni en dehors des experts que j'ai cités tout à l'heure, des éditeurs, des écrivains, des universités, des établissements d'enseignement, des maisons d'édition. Nous avions mobilisé environ une 50aine de participants sur une journée. Et à la suite de cette conférence de sensibilisation, il y a eu un atelier pour renforcer la capacité du personnel du BUEDRA à la compréhension de l'écosystème en ce qui concerne la rémunération dans le secteur de la reprographie. On s'est appuyé au niveau donc des recommandations sur le programme de développement culturel de l'UEMOA, également le plan d'action de Nairobi et sur un certain nombre de tests dans la législation béninoise, et essentiellement 4 recommandations ont été déclinées. Et je vais passer rapidement sur 2 ou 3. Il a été retenu donc avec l'ensemble des participants que le bureau devrait poursuivre les efforts de sensibilisation et de conscientisation au sujet de la reprographie, et notamment mettre un accent sur les enjeux économiques juridiques liés à ce domaine et insister sur les retombées positives pour les auteurs et les éditeurs, et impulser donc par ce fait-là les industries culturelles et créatives, notamment en mettant en œuvre les dispositions de la loi sur le prélèvement pour la copie privée, la reprographie. Engager également des discussions avec toutes les parties prenantes en vue de la signature de conventions entre le BUEDRA et les établissements scolaires, les universités, pour offrir l'accès donc aux ouvrages, aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, et enfin assurer un bon suivi donc du projet de mise en place donc du système de gestion collective de la reprographie par le BUEDRA, avec le soutien de l'OMPI, de l'IFO
œuvrer à développer le cadre juridique. Au thème de la conférence, l'atelier a permis d'élaborer et d'adopter un plan d'action. Ce plan d'action indique le domaine, propose des thèmes clés et également les axes et les mesures proposées avec un calendrier. Il s'étale donc sur les 12 mois et nous démarrons pour compter de janvier 2020. Après la tenue de la conférence et de l'atelier, nous avons soumis à l'autorité de tutelle les documents. Ces documents ont été approuvés. Donc, dès janvier, nous démarrons par la sensibilisation et l'explication de l'action proposée. Ensuite, il y aura une réunion avec des professeurs, une autre avec les ayants droit. Il y a des réunions qui sont prévues avec les universités, les 3 ordres d'enseignement, pour travailler à la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Il a été également question de travailler sur un certain nombre de documents. Actuellement, nous avons travaillé avec OLAV sur des conventions types. Le personnel du BIBEDRA a été formé à la rédaction de ces conventions, à la détermination des outils qui doivent permettre et des documents techniques ont été mis à la disposition du personnel également pour commencer à anticiper sur le dispositif qu'il nous faudrait mettre en place pour pouvoir répartir plus tard ces lois. Pour ne pas m'éterniser, voilà quelques grandes lignes de ce que nous venons de lancer avec l'OMPI et l'IFRO. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que peut-être d'autres pays puis qui ne l'ont pas encore lancé puissent nous rejoindre. Puisque sur l'année 2020, si nous parvenons à mobiliser un peu plus de moyens, on pourrait organiser 2 ou 3 autres activités, comme la dernière conférence, et donc inviter certains pays pour, au-delà de la conférence, profiter également du renforcement de capacités, notamment en ce qui concerne l'élaboration des documents techniques. Je vous remercie pour votre attention. Notamment la formation du personnel, l'identification des titulaires de droit, l'identification également des utilisateurs, des rencontres d'information, campagnes de sensibilisation donc, auprès des parties prenantes. Et il faut dire aussi également que l'article 2 de notre décret qui porte rémunération pour la hypographie des œuvres comprend les droits perçus au titre de la reproduction par l'hypographie des œuvres, protéger les droits perçus sur des appareils permettant donc la copie d'œuvres protégées. Ce qui signifie qu'il existe 2 sources donc, de perception, notamment à travers le protocole d'accord signé avec les services de douane en 2003. Et le second volet, c'est lorsque ces appareils échappent au contrôle de la douane et qui se retrouvent sur le territoire à travers donc, les télécentres et les espaces qui assurent donc la reprographie de ces œuvres. Les usagers de la rémunération sur les appareils de reprographie sont donc notamment les importateurs ou l'acheteur donc de l'appareil. Et le paiement de la rémunération sur les appareils de reprographie se font lorsque ces appareils-là passent par le biais donc, de l'aéroport. Et donc, au niveau de notre ordre tarifaire, c'est donc 0,25% de la valeur CAF de l'appareil qui sert donc à la reproduction par hypographie. Les types d'appareils concernés, c'est notamment le photocopieur, le scanner, le télécopieur, le tireur, donc machine à tirage, le graveur de CD et autres produits assimilés. Il faut dire aussi également que il y a des cas de saisie, d'abandon et confiscation pour infraction aussi également. Et au niveau donc de la nomenclature douanière, la perception est incorporée au système informatique. Alors, qui est redevable de la rémunération par hypographie? Au niveau donc de l'article 8 de notre ordre,
les personnes physiques ou morales qui réalisent donc les copies d'œuvres ou d'expressions du patrimoine culturel traditionnel protégé, ou le cas échéant, celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à disposition d'autrui. Voilà. Les différents propriétaires de l'appareil, c'est les établissements d'enseignement à différents niveaux, c'est les secrétariats publics, les cybercentres, c'est aussi également les entreprises et sociétés installées donc sur le territoire. On a également aussi les bibliothèques, les organismes aussi non gouvernementaux. En termes de tarification, ce qu'on peut donner comme exemple, il y a un forfait qui est appliqué selon la capacité de l'appareil. Au niveau donc, de l'article 4 de l'ordre tarifaire, vous avez par exemple 20 copies à la minute à 30 000 francs, 20 à 40 copies à la minute à 45 000 francs, et plus de 40 copies à la minute donc à 60 000 francs. En termes de perspective, ce que nous envisageons, c'est d'élargir l'assiette de perception du secteur de l'enseignement privé. Et à ce sujet, nous avons fait donc un atelier avec donc le soutien de l'IFO en avril dernier. Et ensuite aussi également un partenariat aussi en cours avec les structures associatives, donc des établissements d'enseignement pour également aussi la collecte. Il y a aussi également au niveau des établissements publics, nous avons constaté qu'il y a un nombre important de reproductions par échographie qui sont faites, notamment au niveau donc, de l'université et de certains établissements publics. Et nous avons donc fait un plaidoyer pour la mise en œuvre d'un arrêté conjoint entre le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la collecte dans les universités et établissements publics. Voici ce que je pourrais dire donc, sur l'expérience de Burkina Faso. Je vous remercie. Les textes réglementaires qui donneront lieu à la gestion pratique de la reproduction par l'échographie sont en voie d'adoption par le gouvernement, mais dans l'intervalle, il avait été adopté l'année passée, ici même au Sénégal, une feuille de route nationale de mise en œuvre de la rémunération par l'échographie. Le premier volet consistait donc en l'adoption des textes réglementaires, ce qui est en cours. Le deuxième volet se rapportait aux opérations de perception. Et le troisième, à celle de répartition. Concernant les opérations de perception, nous avons confié à un cabinet la réalisation d'enquêtes sur le plan national relativement aux actes de reproduction, donc l'identification des utilisateurs qui seraient redevables de cette rémunération au titre des actes de reproduction, et une autre concernant le matériel concerné par la reproduction par l'échographie. Un premier jet de cette enquête a été produit, mais nous avons demandé qu'elle soit davantage affinée, donc le cabinet devrait nous donner des résultats dans quelques semaines. Concernant donc toujours la perception, le projet de décret est assorti d'une annexe qui prévoit déjà un ordre tarifaire, donc il n'est plus nécessaire pour nous de prévoir une tarification spécifique. Le décret réglera cette question. Pour le reste, il y a des opérations de formation des agents du Burida, non seulement dans leur rapport avec les agents des douanes, mais aussi en termes de traitement des opérations spécifiques liées à la perception des droits de reproduction par l'échographie qui devrait être menée à compter du début de l'année 2020. Ces formations se rapporteront aussi aux actes, en fait, au contrat de licence. Donc, puisqu'il y a des contrats spécifiques qui devaient être passés avec les universités, avec les centres de copie, avec tous ceux qui sont impliqués dans les opérations de reproduction par l'échographie. Concernant la répartition, le service de la répartition a déjà
travailler sur un projet de répartition concernant les droits de reproduction par échographie, mais avec l'IFRO, nous allons le peaufiner pour que dès lors que les décrets seront pris, nous puissions être automatiquement dans l'opérationnel afin que les sommes perçues à ce titre soient reversées à tous les auteurs littéraires d'art et d'art visuel. Donc pour l'heure, c'est le développement que je veux faire. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs. Je m'en vais présenter les différentes activités qui ont été menées au titre de la reproduction par reprographie. Voilà, donc au Sénégal, nous avons opté pour une commission ad hoc, qui travaille donc sur la gestion de la reproduction par reprographie. Et donc je m'en vais vous faire une petite présentation des différentes activités qui ont été menées par cette commission. Mais avant, je voudrais juste préciser le contexte, parce que vous avez bien remarqué que pour certains pays, c'est souvent la commission copie privée qui détermine en fait les appareils et supports assujettis, et qui le fait aussi bien pour la rémunération pour copie privée que pour la rémunération donc due au titre de la reprographie. Donc le contexte. Il faut savoir qu'au Sénégal, on avait une première loi qui date de 1973, qui portait sur le droit d'auteur, mais qui ne prévoyait pas déjà ce droit de reproduction par reprographie. Il a été consacré par la loi 2008-09, et c'est principalement deux articles donc, qui sont les articles 35 et 40 de la loi qui portent donc sur la reproduction par reprographie. Par l'article 35 donc, de la loi dont je parlais tout à l'heure, la gestion a été confiée à la SODAV. Et lorsqu'on combine en fait l'article 35 de la loi et le premier article du décret portant agrément de la SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins est la seule société donc agréée pour gérer donc ce droit de reproduction par reprographie. C'est donc un système de licence légale, je vais revenir, donc un système qui est prévu par la loi et qui nous permet donc d'agir pleinement. En examinant cette loi, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition prévue pour la reproduction par reprographie, ce qui peut être une opportunité pour nous, parce que lorsqu'on pensera à rédiger un texte, que ce soit un décret ou un arrêté, si on n'est pas encore décidé, ça nous permettra d'avoir une assiette peut-être plus large, parce qu'on ne parlera plus seulement d'œuvres imprimées et de la reproduction classique, mais on pourrait aussi penser à prendre en compte les copies numériques qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Il y a également une absence de précision sur la détermination des supports et appareils assujettis dans la loi. Donc, comme je le disais, c'est souvent la commission copie privée qui détermine donc, les appareils et supports assujettis. Sauf que dans notre loi, et c'est peut-être une insuffisance en fait, l'article 105 qui porte sur la copie privée prévoit que cette rémunération est assise sur les supports vierges d'enregistrement et les appareils d'enregistrement. Qu'est-ce à dire? Lorsqu'il y a le terme enregistrement, on se rend compte tout de suite qu'ils peuvent être très restrictifs. Ça amoindrit notre assiette de perception. Parce que vous allez prendre une photocopieuse classique ou un télécopieur ou un scanner, ils ne pourront pas entrer ils pourront pas être compris dans la liste des appareils assujettis. Ce qui serait vraiment un manque à gagner donc, pour nous. Et de même, il serait assez difficile aussi pour la commission copie privée de pouvoir statuer sur tout ce qui concerne la reproduction par reprographie, étant donné que la définition qui est faite des supports est assez limitative. Donc le deuxième article, j'en parlais tout à l'heure, on en avait deux. Le deuxième article porte sur l'exception pour copie privée. Donc il est précisé que pour l'exception pour copie privée, pour la reprographie, la reproduction par reprographie, ne s'applique pas aux œuvres d'art visuel à tirage limité, aux partitions musicales et aux manuels d'exercice. Qu'est-ce à dire?
Donc, par conséquent, par exclusion, les auteurs et les éditeurs des autres types d'œuvres sont bénéficiaires d'une part de la rémunération pour copie privée. Je pense que M. Fall a lancé tout à l'heure un plaidoyer, et ce plaidoyer, il est important pour nous de trouver une solution pour que les écrivains et les éditeurs puissent être rémunérés au titre de la copie privée. Ce sont des pistes de réflexion qui doivent être peut-être posées ici, et je pense que tout un chacun pourrait peut-être nous faire aussi des suggestions pour une meilleure prise en compte de leurs droits, parce qu'ils ont, comme l'a indiqué monsieur Lesburger hier, ils ont quand même, il y a quand même un manque à gagner. On s'est rendu compte qu'il y a 8,5% des œuvres, donc c'est des textes, hein, je pense, voilà, qui ont été perçus au titre de la rémunération pour copie privée. Et donc, ce plaidoyer est encore posé pour nos artistes, pour nos auteurs littéraires et éditeurs. Donc, voilà, comme je le disais, au niveau de la SODAV, on a opté pour une commission ad hoc. Donc, cette commission, je vais dire, elle est prévue par le règlement général. Et donc, cette commission a été mise sur pied le 27 août 2018 et elle comprend 10 membres. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, cette composition porte sur des bénéficiaires de droits. On a essayé de rassembler les différents bénéficiaires de droits concernés donc, par ce droit. Donc, nous avons des membres du conseil d'administration, mais nous avons donc des éditeurs, des écrivains, un artiste visuel, des membres de la commission d'identification des œuvres musicales et deux membres de la commission d'identification des œuvres littéraires. Ces différentes personnes ont eu à prendre part à nos réunions et nous avons pu échanger d'abord sur le plan d'action à mettre en œuvre et réfléchir donc, sur la mise en œuvre de ce nouveau droit. Donc, pour revenir aux réalisations que nous avons pu faire, nous avons travaillé sur un chronogramme d'activité que je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Et il comprend principalement 3 phases. Nous avons d'abord opté pour une rencontre avec les bénéficiaires de droits. On s'est rapproché des différentes associations d'auteurs, de bénéficiaires de droits, pour leur faire comprendre d'abord ce qu'est le droit de reproduction par reprographie. C'est une démarche inclusive qui nous permettra de porter en fait ce combat ensemble. En termes de chiffres, donc, nous avons réalisé donc, nous avons tenu 6 réunions et réalisé donc 10 activités annexes, c'est-à-dire des différentes rencontres avec l'association des éditeurs, l'association des écrivains, la direction du livre et de la lecture, les auteurs d'art visuel, la presse culturelle. Et nous avons encore d'autres rencontres qui sont en vue, notamment avec la presse en ligne et les illustrateurs. Nous avons également profité des foires et salons du livre pour non seulement faire une sensibilisation sur le droit de reproduction par reprographie, mais également pour favoriser l'adhésion des auteurs et des écrivains donc, à la SODAV. Ces différentes réunions et rencontres nous ont permis d'identifier des auteurs, des écrivains et des éditeurs et de créer donc des listes, une base de données dont nous disposons donc en interne. Voilà, comme je le disais, donc pour schématiser, nous avons d'abord rencontré la direction du livre et de la lecture. Nous avons pu rencontrer l'Association des jeunes écrivains du Sénégal, le Cénac des jeunes auteurs du Sénégal, l'Association sénégalaise des éditeurs, l'Association des auteurs d'art visuel, l'Association des acteurs du chant choral, donc pour les partitions musicales, la presse culturelle, et l'association des écrivains du Sénégal. Donc comme je le disais, il nous reste encore juste 2 types de bénéficiaires à rencontrer et c'est prévu pour début janvier avant de passer à la deuxième phase. Donc la deuxième phase, ce sera de rencontrer les redevables. Comme je le disais, il était important pour nous d'avoir tous les bénéficiaires de droits à nos côtés pour faciliter en fait les discussions et le plaidoyer qui va être porté par ces bénéficiaires de droits auprès des redevables, donc des utilisateurs. C'est la prochaine étape, donc rencontrer les redevables. Nous le ferons sûrement avec la direction du livre et de la lecture et peut-être avec le soutien du ministère aussi de la Culture, l'accompagnement du ministère de la Culture.
Il est également prévu donc, de travailler avec l'IFRO dans le cadre du projet de développement de la gestion collective de la reprographie en Afrique de l'Ouest et du Nord. Et je pense que le focus sera mis non seulement sur les différents mécanismes de collecte, mais surtout sur la rédaction d'un projet de texte, que ce soit un décret ou un arrêté, donc portant application de la rémunération due au titre du droit de reprographie. Nous envisageons d'organiser un séminaire avec les différentes parties prenantes, bénéficiaires de droits et redevables, en 2020. Bon, la date n'est pas encore précisée, mais ce serait pour le courant du mois de février. L'objectif, c'est de sensibiliser et de négocier, parce qu'il faudrait déjà trouver des mécanismes de collecte auprès des redevables, parce qu'on est conscient également qu'il y a de l'informel. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure des universités, et au niveau des universités, vous avez des copies-services qui sont immatriculées, voilà, c'est des sociétés qui sont bien immatriculées, mais à côté, vous avez également le secteur informel avec lequel il faudra également qu'on trouve un partenariat, parce que je me dis que sinon c'est un manque à gagner pour nos auteurs et écrivains et éditeurs. Voilà, les dernières perspectives du secteur littéraire. En fait, dans le cadre de la commission, le conseil d'administration avait demandé à ce que la commission fasse un petit état des lieux du secteur littéraire de manière générale. Quelles sont les difficultés? Donc nous avons tenu une réunion en ce sens il y a quelques semaines. Et ça nous a permis de réfléchir sur les perspectives à envisager. Donc, favoriser les adhésions des auteurs et éditeurs du secteur, non membres donc, de la SODAV. Délivrer des conseils aux écrivains et aux éditeurs parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent des relations bipartites et que dans le cadre de l'exécution du contrat, il y avait souvent des difficultés ou des différends qui venaient à naître. Donc on s'est dit qu'on devrait les sensibiliser et peut-être leur délivrer des conseils en amont. Ça faciliterait déjà les rapports entre éditeurs et écrivains. Il est ressorti également le besoin de percevoir davantage les droits pour les exploitations qui sont faites des œuvres littéraires, c'est-à-dire les droits classiques comme les nouveaux droits. Et il est envisagé de travailler avec les partenaires institutionnels et associatifs, donc comme je le disais tout à l'heure, les différents ministères concernés et les associations de bénéficiaires de droits, principalement. Nous envisageons également de travailler avec la brigade. Dans le cadre de la foire du livre, nous avons pu exposer quelques livres qui étaient contrefaits. Et avec le soutien de certains éditeurs, nous avons pu mettre l'accent sur ce fléau qui touche en fait, notre secteur. Je vous remercie. Je vais juste vous montrer rapidement le chronogramme d'activité que nous avions dressé pour ne pas trop prendre de temps. Au niveau donc de la commission. C'est le format, je pense. Voilà, bon, je vous montre rapidement. Donc voilà, nous avons établi un chronogramme avec des délais précis. Il a été mis à jour la semaine dernière. Nous avons commencé à voir également nos outils, comme le règlement de perception. Les différentes parties sont concernées. Ça peut être la direction, comme les membres de la commission ou la chef de projet. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire pour les activités qui ont été menées pour la reprographie au niveau de la commission. Et je m'excuse parce que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Jacqueline Day, je suis chargée d'études et de la veille juridique au niveau de la SODAV et je suis également chef de projet mise en œuvre reproduction par reprographie. Merci. Ensuite, est lancé en étroite collaboration entre l'ODEDAV et l'OMPI à travers notamment les experts désignés à cet effet par cette organisation mondiale, l'OMPI, à savoir M. Olaf Stockmann et Pierre aussi,
dont je remercie ici, je profite de cette occasion pour les remercier pour leur aide précieuse et leur expertise. Le projet a démarré par l'établissement d'une feuille de route pour instaurer ce système de gestion collective en matière de reprographie. Donc, on s'est convenu à travailler sur 2 vitesses. Premièrement, le travail d'instauration d'un système de gestion collective à court terme en se basant sur la législation existante. Et un deuxième volet qui consiste à développer ce système en modifiant la législation et la réglementation tunisienne en la matière. Donc le point de départ a été commencé par un diagnostic de la législation tunisienne et après une analyse de cette législation, on a décidé de travailler sur la licence volontaire basée sur les mandats des titulaires des droits concernés et la présomption de représentation de ces titulaires de droits par l'ODIDA. Donc, des conventions ont été signées entre l'ODIDA et l'Union des écrivains tunisiens, l'Union des éditeurs aussi. En vertu de ces conventions, les titulaires de droits octroient un mandat des membres de l'Union à l'ODIDA pour gérer la reproduction par reprographie de leurs œuvres publiées. Donc voilà la première étape. La deuxième étape est composée de plusieurs activités qui consistent notamment à organiser des événements de sensibilisation. On étroite aussi collaboration avec les écrivains, les universités et surtout le ministère de l'Éducation nationale et les parties prenantes. Donc de nombreuses activités ont été organisées à cet effet, dont notamment un atelier de travail sur la reprographie pour les parties intéressées. C'était en mars 2018. Et des réunions aussi avec les représentants du secteur universitaire afin d'élaborer un projet de convention type sur la base de laquelle on peut commencer les négociations. Donc un projet préliminaire a été élaboré en collaboration aussi avec le conseiller technique M. Olaf Soukoumou. Donc voilà le premier volet. Un deuxième volet juridique qui consiste à proposer des modifications à la réglementation régissant notamment la rémunération pour copie privée afin d'inclure des équipements concernés par la reprographie. Une liste de ces équipements a été élaborée en concertation avec le conseiller technique et proposée au ministère de tutelle, ministère des Affaires culturelles. Cette liste a été approuvée par le ministère et envoyée au ministère des Finances. Et maintenant, on envisage la publication de cette liste par décret gouvernemental, normalement au moins, peut-être dans le premier semestre de l'année 2020. D'autres modifications ont été envisagées aussi, des modifications à la législation tunisienne relative à la propriété littéraire et artistique afin de consolider ce mécanisme de la reproduction ou de la gestion collective de la reproduction par reprographie. On a commencé l'élaboration de ces modifications en concertation notamment avec les représentants des universités. D'ailleurs, un comité pluridisciplinaire a été institué, composé principalement des représentants des universités, du ministère de l'enseignement supérieur
afin bien sûr de s'assurer de l'appropriation de cette modification. Un travail de lobbying aussi a été fait au niveau des éditeurs et des écrivains pour sensibiliser les parties prenantes et les décideurs à adopter cette modification. Donc ce processus a abouti à la signature de la première convention de la gestion de la reprographie. Une convention a été signée en décembre 2018 entre l'ODEDAV et la Bibliothèque nationale, et on entend bien sûr généraliser ces conventions et la signature d'autres conventions avec les universités. Donc les étapes à venir, on entend bien sûr travailler sur la pérennisation de ce projet, la pérennisation de cette démarche à travers les deux vitesses, à travers la signature d'autres conventions entre l'ODEDAV et les universités, en se basant sur ce mandat volontaire, et aussi à travers le suivi des textes proposés au ministère de tutelle pour approbation, et notamment le décret relatif à l'actualisation de la liste des produits soumis à la redevance pour copie privée, et aussi la modification de la loi sur la propriété littéraire artistique pour introduire des dispositions législatives relatives à ce mécanisme. Un autre volet, on envisage aussi de travailler sur l'activation du comité constitué, ce qui fait, est composé par les représentants de l'État et des universités principalement. Donc on entend continuer ce travail de concertation et d'implication des parties prenantes. Et je crois que c'est une expérience intéressante que d'impliquer les universités et les parties prenantes dans le travail d'élaboration des projets de modification et le travail aussi d'élaboration des instruments tels que les conventions. Donc voilà un peu quelques idées pour peut-être aller de l'avant, pour promouvoir la reprographie en Tunisie. Voilà. Et merci. De rémunération. Donc on s'est assis, on s'est mis ensemble avec nos collègues de l'OMPI et le BUBEDRA, et on a convenu de ce nouveau projet qui va donc courir sur au moins 12 mois, et pour lequel le BUBEDRA sera un peu le champion ou la tête de liste, je ne sais pas quel serait le terme approprié, donc pour qu'on puisse ensuite s'inspirer de l'expérience du Bénin. Et l'idée est venue de ce projet avec le premier projet qui a eu lieu en Tunisie et que M. Benbrahim vient juste de décrire, qui a été le premier projet IFRO au MPI sur la reprographie, qui a apporté de nombreux fruits. Et donc maintenant, on voudrait essayer de faire la même chose avec un nombre plus important de pays. Donc ce nouveau projet sera à la fois porté par l'IFRO et le MPI. Vous voyez que j'ai indiqué 7 États en tout qui vont en faire partie. Alors, il y a encore des modalités qui sont à préciser, notamment par exemple pour nos collègues marocains et nos collègues algériens qui sont à différents niveaux de la mise en œuvre du droit de reprographie. Donc l'idée c'est de les inclure tous, et on va ensuite, en fonction de ce que diront leur ministère de tutelle, les autorités, décider par quels moyens. Et ce qu'on voudrait faire avec ce projet, dont le but vraiment c'est de mettre en œuvre les droits de reprographie dans ces 7 États, c'est évidemment de l'ouvrir aussi à d'autres organisations. Donc par exemple, j'en ai parlé avec Samuel, que peut-on faire avec la CISAC en ce qui concerne la copie privée, avec la CDAO et l'UMOA pour la copie privée aussi sans doute, et avec l'Europe aussi s'ils sont intéressés. Donc c'est un projet qui est ouvert, et les 7 pays qui sont là sont ceux qui ont été approchés, mais ce n'est pas limitatif. Donc s'il y a d'autres pays dans la salle qui sont intéressés, rapprochez-vous de nous et on pourra en discuter. Et donc les 2 axes principaux de ce projet, c'est développer des conventions avec l'enseignement et mettre en place des prélèvements pour la reprographie.
en pratique, comment ce projet va se dérouler. Donc il va être chapeauté, coordonné par un consultant international qui est assis juste en face de moi, qui est M. Stockmo, donc qui a été chargé par l'IFO et l'OMPI de coordonner ce projet. Et en pratique, comment il va être mis en œuvre, ça va dépendre évidemment des différents pays impliqués, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est par exemple d'avoir des plans d'action en matière de graphie pour les OGC, analyser le cadre. Il y a un problème avec le... Merci. Analyser le cadre juridique. On a eu une session très intéressante au Bénin, en fait. On a passé quasiment une journée à revoir la loi sur le droit d'auteur, les décrets. Ça a permis vraiment de bien délimiter le cadre réglementaire, cartographier les grands utilisateurs, faire participer les associations d'auteurs et d'éditeurs, obtenir un soutien politique, évidemment. Il y a des modèles de convention qui ont été développés par M. Stockmo et qui va partager avec les OGC intéressés, avoir un groupe de travail sur Internet ou par WhatsApp qui peut se réunir régulièrement. Donc, voilà quelques pistes. C'est un projet qui est très prometteur, on est vraiment très enthousiaste à l'idée de le démarrer. Et je vais maintenant passer la parole à M. Stockmo pour qu'il puisse parler un peu plus en pratique du... Vous voulez venir ici ou je peux faire défiler? Alors, ça doit être individualisé, mais à mon avis, ça doit comprendre l'équipe ou une commission reprographie, comment est-ce qu'elle va travailler, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Un système informatique qu'il faudra voir. Est-ce qu'on a déjà un système informatique qu'on pourra utiliser ou est-ce qu'il faut regarder un peu, examiner un peu ce système informatique? Des actions de sensibilisation et puis, plus important, le suivi et l'échange d'informations. Là, je comprends qu'on puisse se parler par WhatsApp facilement. Mais j'aimerais trouver un moyen, à l'aide de l'IFO, à l'aide de l'OMPI, pour que toutes ces sociétés puissent se communiquer entre elles. Donc, si on peut trouver un moyen pour faire ça, pour avoir une conférence, pour discuter le processus, pour discuter les résultats, les prochaines étapes, etc. Disons par trimestre ou tous les 2 mois, je ne sais pas moi, avant de décider. Parce que là, on peut s'inspirer l'un de l'autre. Et puis ensuite, il faudra examiner la législation. Est-ce qu'il faut la modifier? Est-ce qu'on peut se baser sur la législation existante? Est-ce qu'on peut coopérer entre les sociétés, entre le pays, pour développer une législation appropriée? Puis, il faut voir la copie privée. Il faut développer des conventions. Alors là, on peut déjà s'inspirer sur ce qui a été fait en Tunisie et ce qu'ils sont en train de faire au Bénin. Donc là, on a une base pour faire des échanges. Les conventions ne seront pas identiques, mais ils seront peut-être un peu semblables. On peut s'inspirer l'un de l'autre. Et puis, la perception, la modalité de calcul, la modalité également de perception, et puis la répartition. Je n'entrerai pas en détail, mais je pense qu'on va commencer par la convention, la législation et la copie privée, et puis ensuite, on va développer une méthode de répartition. Je pense que c'est un projet extrêmement important et ce partage d'expérience est à saluer aussi. Nous avons fait avec 5 pays bénéficiaires un peu l'état des lieux. Je pense avec des législations plus ou moins uniformes et puis une mise en œuvre aussi similaire. Je pense que pour le moment, ils ne sont pas encore à la perception comme au Ghana ou au Malawi. Mais je pense que il y a de belles perspectives. Et c'est important aussi pour les organismes de gestion collective, mais de retrouver un peu l'équipe. Il y a une extension des pays concernés. Je pense que tout le monde devrait gagner à quand même rallier l'équipe pour partager toutes ces expériences et puis surtout arriver à mettre en œuvre ce droit-là qui n'est pas du tout évident. Je pense
pense que, surtout au regard, autant on a des institutionnels comme des universités, de grands utilisateurs, mais je pense que pour le cas du Sénégal, par exemple, Mme Gaël l'a dit tantôt, et je pense qu'il y a peut-être des pays qui partagent cette préoccupation. Nous avons parmi ces utilisateurs beaucoup d'informels. Donc, et ça, c'est quand même, moi, je sais pour ce que j'en sais, il y a beaucoup d'informels qui font de la reprographie, etc., et qui ne sont pas donc formalisés. Il est difficile, comme dans tout secteur informel, de capter. Et je crois qu'il est important donc d'aller à l'encontre de ces groupes-là pour pouvoir les sensibiliser et voir dans quelle mesure ils pourront être intégrés comme grands utilisateurs à l'instar des institutions universitaires, etc. Nous sommes donc au terme de cette des communications de la matinée. Nous allons observer la pause déjeuner et nous retrouver après site à 14h30, compte tenu du léger retard qu'on a eu. Je pense qu'on a pu réserver le gap maintenant sur l'agenda. Nous allons nous retrouver à 14h30 pour les communications sur les tentatives d'harmonisation de la copie privée en Europe. Quelles leçons l'Afrique peut en tirer? Stratégie régionale et nationale pour la mise en œuvre effective de la copie privée et de la reprographie. Merci et bon appétit à tous. Merci, je ne suis pas certain que je vais remplir à 100% la mission qui vient de mettre à Paris. Je voudrais d'abord vous dire ce que j'ai omis de dire hier, à savoir le plaisir que j'ai à me retrouver ici avec beaucoup d'organisations de pays dont j'ai pu suivre l'évolution au cours des années. Et un plaisir tout particulier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous dormez? Vous m'entendez, c'est bon. Un plaisir tout particulier à ce que cette réunion soit à Dakar. Alors, il est difficile de parler d'harmonisation, de principe d'harmonisation en Europe, sans d'abord voir un petit peu ce qui s'est fait. Je vais le faire sous mon angle préféré et favori, celui des droits voisins en général et des droits des artistes-interprètes en particulier, mais dans le dispositif de copie privée en Europe, comme dans ceux que vous êtes en train d'élaborer, tous les ayants droit sont solidaires, se retrouvent dans les mêmes structures pour percevoir cette rémunération qui est partagée. Donc c'est une expérience qui était commune à tous les ayants droit que je vais vous retracer dans un panorama très général, sans entrer dans beaucoup de détails. Nous avons aujourd'hui 28 États membres dans l'Union européenne, encore. Et il y a un gros travail qui a été fait pour harmoniser la législation de ces États dans l'objectif de créer ce qu'on appelle le marché unique européen, où il peut y avoir une libre circulation des biens et des services, sans discrimination. Et ce marché unique, c'est l'objectif qui sous-tend toute la législation européenne, toutes les interventions dans le domaine industriel comme dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. S'y est ajouté au cours des traités qui se sont succédés dans le cadre de l'Union européenne d'autres principes, comme le principe de subsidiarité, qui est de dire la Commission, l'Union européenne, les principes européens seront activés dans un cadre législatif ou réglementaire si il n'est pas possible de résoudre le problème au niveau national. Alors, dans le cadre de cette harmonisation européenne, il y a 3 acteurs principaux. Et à chaque fois que je regarde l'organigramme qui explique le fonctionnement de l'Union européenne, j'ai mal au crâne. Mais en gros, c'est un dialogue entre 3 institutions. Les politiques des États membres, le Conseil des ministres des États membres, la Commission européenne qui est l'administration technique de la Commission européenne, et le Parlement européen, 751 membres aujourd'hui, ça va baisser avec le Royaume-Uni, qui représente les différents États par le suffrage universel, c'est-à-dire ce sont des élus des différents États qui siègent au Parlement européen avec un système qui est dépendant de la population de chaque État. Donc vous avez ces 3 institutions qui dialoguent, qui triloguent, comme on dit, pour arriver à des textes normatifs qui visent à harmoniser, pour permettre un bon fonctionnement de ce qu'on appelle le marché intérieur au sein de tous les États membres.
Sur le plan de la propriété intellectuelle, et Pierrot, tu y étais pratiquement, ça a commencé vraiment en 1992 avec la première directive européenne qui a traité du droit d'auteur et des droits voisins. Depuis, nous avons eu un certain nombre de directives, je vais ne citer que les plus importantes. Il y en a une en 2001 qui a traité de tout ce qui est des services à la demande, un peu à la suite des traités OMPIC 96, et qui concerne à la fois, dans la directive de 2001, le sonore et l'audiovisuel. Une directive très importante qui est encore assez récente, c'est la directive sur la gestion collective. On en a parlé hier. On a parlé hier de cette directive gestion collective de 2014 qui a prévu des règles de base de fonctionnement des organisations de gestion collective en Europe, avec également une partie toute particulière sur les licences qui concernent les sociétés de droit d'auteur. Et plus récemment, une directive de 2019, cette année, qui a été adoptée pour moderniser la protection en matière de droit d'auteur avec des sujets extrêmement complexes qui tiennent à la notion d'hébergeur par rapport aux exploitants, les notions de service à la demande, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc toutes ces directives sont venues harmoniser les droits des artistes-interprètes, des auteurs et des producteurs avec des principes qui sont ensuite confiés à la législation des États membres. Les directives, c'est un dispositif qui donne une obligation de résultat aux États, qui doivent garantir, qui doivent s'assurer qu'un certain nombre de droits sont reconnus dans les pays membres de l'Union européenne, et après, à charge pour eux, dans un délai en général qui est de 2 ans à partir de l'adoption d'une directive, à charge pour eux de mettre en œuvre ces droits. C'est pour ça qu'il y a une homogénéité de la protection de la propriété littéraire artistique dans les États de l'Union européenne, mais parfois avec des outils juridiques différents. Il y a un résultat auquel il faut parvenir, et les États membres sont libres de choisir les moyens pour parvenir à ce résultat. Alors, ça c'est le principe de base de la construction d'un acquis, mais on verra, et c'est particulièrement le cas quand on va parler de copie privée, il y a une institution très importante dont on a évoqué les travaux hier, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est saisie pour interpréter le droit de l'Union européenne, et quand elle statue, ces décisions constituent elles aussi un élément de l'acquis communautaire. Au-delà de ces principes, si on en vient à la copie privée, vous allez voir que le travail législatif est un travail qui a été fait à minima au sein de l'Union européenne, puisque c'est dans la directive de 2001, du 22 mai 2001, qu'on trouve un article 5.2b qui prévoit de façon harmonisée quelles sont les exceptions et limitations aux droits d'auteur et aux droits voisins qui sont prévues dans les États membres ou qui sont autorisées dans les États membres. Et il y a une exception, vous vous en doutez, qui concerne le droit de reproduction, c'est-à-dire qu'il est possible pour un État membre, de créer une exception au droit de reproduction à des fins privées. Je vais vous lire la disposition qui est assez courte sur ce point. Mais si un État prévoit cette exception pour copie privée, l'État doit garantir au bénéfice des ayants droit un système dit de compensation équitable. Je vous lis très brièvement, je ne vous lis pas brièvement, mais la disposition est brève, c'est l'article 5.2b. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2, c'est le principe, l'article 2 qui accorde un droit de reproduction aux ayants droit. Donc cette exception, elle est possible lorsqu'il s'agit, et là vous allez retrouver un vocabulaire familier qu'on trouve dans beaucoup de législations qui concernent l'exception pour copie privée, lorsqu'il s'agit de reproduction effectuée sur tout support, par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droit reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés. Donc, c'est tout. Il y a des considérants, ils sont particulièrement complexes et sujets à interprétation, je vais faire l'impasse sur les considérants, mais la législation communautaire s'est contentée de dire, vous, États membres, vous pouvez créer une exception pour copie privée dans votre législation. Si vous la créez, vous devez accorder aux ayants droit, auteurs, artistes, producteurs, une compensation équitable du fait que vous avez autorisé cette copie privée. Et c'est terminé.
Et après, aux États membres de se débrouiller pour parvenir à ce résultat. Et donc vous notez qu'on parle de compensation, ça a été évoqué hier, et non de rémunération, ça ne change pas grand-chose, mais c'est l'idée quand même que la raison de ce paiement, la raison de ces perceptions et de ce paiement, c'est que la pratique de copie a des conséquences pour les auteurs, les producteurs et les artistes-interprètes, et leur porte préjudice quand il s'agit de l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs enregistrements. Alors, brièvement, comment c'est mis en œuvre dans l'Union européenne sous l'angle artiste-interprète, mais encore une fois, pour beaucoup de points, ça reflète la situation de tous les ayants droit. Alors, la particularité des droits des artistes-interprètes, c'est que dans les droits qui sont gérés par leurs organismes de gestion collective, il y a un pourcentage très élevé de droits à rémunération et non pas d'exercice du droit exclusif. C'est en raison de la structure des droits des artistes-interprètes. Et on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais les 2/3 ou 3/4 des perceptions faites en Europe par les organisations de gestion collective d'artistes-interprètes sont faites pour la diffusion musicale dans un système qui s'appelle la rémunération équitable. Donc ça constitue aujourd'hui l'essentiel encore des perceptions des organisations d'artistes-interprètes en Europe. Mais la part restante, et au cours de ces dernières années, c'est à peu près 1/4 des perceptions pour les organisations de gestion collective des artistes-interprètes en Europe, c'est la rémunération pour copie privée. Donc c'est un pourcentage bien supérieur à ce qu'on trouve en droit d'auteur, puisque la structure des droits des artistes-interprètes est différente de la structure des droits d'auteur. Alors qu'est-ce que ça a donné en pratique ? Aujourd'hui, et on a dans mon organisation européenne, AEPO Artis, fait une étude depuis 2007 sur ces perceptions, et sur l'évolution de l'acquis communautaire en général, on a aujourd'hui des très fortes disparités de perception de pays à pays. C'est la première chose qu'il faut indiquer. Par exemple, les grands champions de la perception, c'était le cas jusqu'en 2017, sont l'Allemagne et la France. La France tout particulièrement. Hier, je crois, Didier rappelait qu'on était à peu près à 270-280 millions d'euros, tout confondu. L'Allemagne, c'est moins, c'est substantiellement moins, mais les perceptions d'Allemagne sont très irrégulières. Mais l'Allemagne et la France, en tous les cas pour les chiffres 2017, ils représentent 2/3 des perceptions de rémunération pour copie privée en Europe côté artiste-interprète, et je pense que c'est normalement aussi le cas côté droit d'auteur. Avec des perceptions, je le disais, irrégulières, tout particulièrement en Allemagne, où parfois il y a des perceptions d'arriérés de plusieurs années, où on réajuste des tarifs parce qu'il y a des supports qui n'étaient pas assujettis. Et en France aussi, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'arriérés de paiement au titre de la rémunération pour copie privée. Et si vous prenez deux autres pays qui sont l'Italie et les Pays-Bas, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, vous avez 80% des perceptions rémunération pour copie privée en Europe. J'en profite pour dire qu'il y a deux pays, enfin il y a un peu plus que deux pays, il y a deux pays principaux dans lesquels il n'y a pas de rémunération pour copie privée, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande, pour des raisons historiques et pour des raisons aussi de structure juridique, puisque ce sont des pays de common law, et la logique de structure juridique rend un petit peu plus complexe la mise en œuvre de ces principes de droit exclusif et d'exception au droit exclusif qui est rémunéré pour toutes les catégories d'ayants droit. Je vous disais beaucoup d'instabilité, ça a été évoqué hier aussi. On peut avoir des changements législatifs qui ont des conséquences énormes en pratique. On l'a vu avec l'Espagne, ça a été évoqué hier. Du jour au lendemain, le gouvernement espagnol a dit on ne va plus percevoir une redevance sur les supports, mais dans le budget de l'État, on va donner de l'argent aux ayants droit. Donc, au lieu de percevoir une rémunération sur les supports d'enregistrement, l'État va allouer aux ayants droit une rémunération qui va être versée dans le budget, à partir du budget de l'État à tous les ayants droit. C'est comme ça que, en rémunération pour copie privée, en 2005 en Espagne, il y avait pour les artistes-interprètes 20 millions d'euros, et en 2015, il y avait 1,1 million d'euros. Il y a d'autres cas de figure. En Suède, il y a eu des conflits qui ont divisé par 6 la rémunération pour copie privée à un moment donné. En Allemagne, on est passé de 4,2 millions d'euros en 2015 à 32 millions d'euros en 2017. Tout ça, c'est le fruit d'un système qui se bâtit et d'évolutions technologiques qu'il faut suivre et qui sont suivies parfois avec retard, avec des contentieux qui obligent à fixer des barèmes, avec des négociations qui obligent à définir ce qui est assujetti, et tout ça doit, quand on réfléchira à qu'est-ce qu'il faut faire sur ce continent, il faudra quand même y penser, prévenir ces difficultés qu'on a rencontrées au niveau européen. Alors là c'est les résultats pratiques.
Sur les contenus législatifs, il y a aussi une grande diversité. Et un point très important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que avant cette directive de 2001 qui a non pas élaboré un système de rémunération pour copie privée, mais qui a dit si vous avez une exception pour copie privée, il faut rémunérer les ayants droit, il y avait déjà dans les pays membres de l'Union européenne, dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne, des dispositifs de rémunération pour copie privée. C'est le cas de l'Allemagne depuis 1965, en France depuis 85, en République tchèque 90, en Croatie 2003, en Espagne 1987. Donc vous avez eu sur une frange relativement longue, sur une période de durée relativement longue, de développement et l'apparition de systèmes de rémunération pour copie privée qui ont été dans un premier temps totalement indépendants de la directive de 2001. Donc il n'y a que pour une partie des États membres que cette directive de 2001 a eu une influence sur les pratiques de gestion des droits et les revenus qui reviennent aux ayants droit. On a évoqué hier, il y a des services hors Union européenne, un pays qui a ce système que j'évoquais tout à l'heure, qui a été tenté en Espagne et qui a complètement raté, qui a été modifié depuis, c'est la Norvège. En Norvège, vous avez un dispositif qui, effectivement, prévoit que sur le budget de l'État, des sommes sont attribuées aux ayants droit, et c'est un système extrêmement dangereux qui, à mon avis, ne fonctionne que dans des pays très riches, avec une population limitée, et toute tentative de l'exporter me paraît extrêmement dangereuse. Il y a eu des tentatives dans le passé. Alors, l'autre grand sujet ou l'autre grand thème est évidemment, et ça a été déjà évoqué, la question de qu'est-ce qui est assujetti. Dans l'immense majorité des pays membres de l'Union européenne, ce sont matériels et supports. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de débats sur la question des supports qui sont ou non assujettis. Il y a eu des contentieux très longs aux Pays-Bas qui concernaient le MP3. On a une mise à jour très difficile qui s'est faite en Roumanie sur la définition des supports qui peuvent être assujettis. En Suède, disons, pour un pays moderne et très connecté, il a fallu attendre 2012 pour qu'ils perçoivent sur des clés USB des disques durs externes. Il y a beaucoup d'exemples nationaux qui montrent, ça aussi il faudra s'en souvenir, qu'il y a un besoin permanent, une veille permanente nécessaire pour le suivi des matériels, supports et tout dispositif qui permettent de stocker œuvres et objets protégés, comme on appelle les enregistrements pour l'essentiel, parce que l'évolution va très vite, les capacités sont multipliées et il y a de plus en plus de diversité dans les supports utilisés. Sur les tarifs applicables, là aussi on a une grande diversité de fixation des barèmes. Ça peut être législatif par un organisme gouvernemental, des commissions, parfois une juridiction spécialisée, ou encore par la négociation, comme dans un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, la Croatie, les Pays-Bas, la Hongrie. Dans tous les cas, même quand c'est fixé par une autorité, et c'est le cas par exemple en France, il y a une phase de négociation et d'échange, me semble-t-il, avec les redevables industriels et les consommateurs. En tous les cas, dans l'immense majorité des cas. L'autre disparité qu'on trouve, c'est les modalités de calcul ou la base de calcul des tarifs, avec la grande séparation entre pourcentage du prix de gros ou montant fixe. Personnellement, on parle beaucoup de supports numériques. Les supports numériques ont des capacités de plus en plus importantes et des prix de plus en plus bas. Donc moi, j'ai toujours tendance à encourager à des barèmes fixes, quitte à ce qu'ils soient révisés de façon régulière, plutôt qu'à des pourcentages qui peuvent conduire très rapidement à la baisse des catégories de support. Mais ça, après, c'est une question de négociation et de situation au niveau national, comme beaucoup d'autres sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors la question est qui paye ? Qui paye ? On sait bien, in fine, c'est les consommateurs, mais ça a été aussi une des vertus des débats au niveau européen, de confirmer le fait qu'il est tout à fait légitime, j'y reviendrai tout à l'heure en survolant la jurisprudence européenne, il est tout à fait légitime que ce soit des fabricants, des importateurs qui payent et qui après puissent répercuter le montant de ces rémunérations ou compensations aux redevables, parce qu'on ne peut pas percevoir directement de celui qui fait la copie, le consommateur, la personne physique. Sur le partage de la rémunération, là aussi, sur le plan européen, on trouve une grande diversité. On en a parlé hier, avec des partages prévus par la loi
entre catégories d'ayants droit, ce qui est toujours la façon la plus fiable et la plus stable d'opérer, ou des partages entre catégories d'ayants droit qui peuvent se faire de façon contractuelle entre les accords, et là on trouve à peu près tout en modalité de partage. Autre point que j'avais relevé mais qu'on a évoqué hier, c'est l'utilisation à des fins sociales et culturelles. J'ai insisté lourdement hier, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, sur l'importance d'un encadrement très important, très structuré et très transparent de ces actions. Je pense aussi qu'il ne faut pas que ça atteigne des proportions trop importantes des sommes perçues. Quand je vois beaucoup de cas à 50% des sommes perçues au titre de la copie privée qui peuvent être affectées à des actions culturelles et sociales, ça me paraît un peu trop, mais ça c'est un avis très personnel, mais c'est vrai que c'est la solution de facilité. Hein, c'est un défi de répartir intelligemment et équitablement la copie privée. Maintenant, c'est quand même le métier des organismes de gestion collective. Une chose que j'ai pas signalée hier qui me paraît très importante, il me semble que, et ça varie selon les législations, pas au niveau européen mais dans d'autres pays, il me semble que c'est aux ayants droit de décider des modalités d'affectation. Et je ne pense pas, par exemple, qu'une bonne solution soit que cet argent retourne ou aille au pouvoir public, à un ministère ou quelconque pour des utilisations culturelles. C'est une compensation qui appartient aux ayants droit. Ils ont la capacité ou l'obligation, dans certaines législations, d'en affecter une partie à des fins culturelles et sociales. Ils doivent garder la maîtrise avec des éléments évitant les conflits d'intérêts, de transparence. Ils doivent garder la maîtrise de ces affectations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit sur des échéances d'une année, de 2 années, de 5 années. Puisque une fois que vous aurez bâti le système, vous ne pourrez pas y revenir 10 fois en disant bah, cette fois-ci on va discuter du culturel, cette fois-ci on va discuter de la prescription. Et là-dessus, on n'a pas de disparité. Les réalités sur les allocations de sommes à des fins sociales ou culturelles, c'est les mêmes choses ici que chez nous. La problématique de trouver les ayants droit et la problématique de la prescription des actions en réclamation, c'est la même problématique ici que chez nous. Donc il y a des différences marquées, mais sur la structure du système, il y a des choses qui sont quand même à l'identique. Donc faites comme vous voulez, ce qui vous semble raisonnable dans votre région, dans votre pays, mais ne traînez pas trop. Ne traînez pas trop, parce que plus vous attendez, plus il sera difficile de mettre le système en place. De gestion de droits d'auteur qui ont en leur sein des lois, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Nous pouvons aller sur ce principe-là, insister sur la mise en œuvre, mais nous n'allons pas aller sur l'uniformisation comme le droit au HADA. Non. Chacun garde sa personnalité, mais nous avons des grands ensembles à harmoniser quand même. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Sujet. Maintenant, quelles leçons l'Afrique peut tirer de cela? Donc je pense qu'on vient de le dire. Est-ce que l'Afrique ne doit pas aller à son rythme? Parce qu'il ne s'agit pas de traîner, monsieur le conférencier, mais si c'est toujours les intellectuels qui décident, il y a les consommateurs, dont la majorité est constituée par des informels, souvent aussi des analphabètes qui ne comprennent pas. Et je pense, je voulais le dire tout à l'heure, que le gros du travail que nous devons faire, c'est de continuer la sensibilisation. En matière de pédagogie, on parle de formation continue, mais ici aussi, il faut une sensibilisation continue, puisque beaucoup, tous les pays d'Afrique sont au fait du droit d'auteur. Il y en a qui contestent encore, parce que nous, au Sénégal, par exemple, de grands utilisateurs des œuvres de l'esprit se sont montrés très réticents à se soumettre, n'est-ce pas, à payer des redevances au titre du droit d'auteur. Donc je pense qu'il faut vraiment que les sociétés collectives de gestion en Afrique continuent à sensibiliser. Parce qu'au défunt BSDA, nous avions initié des tournées dans les régions, ne pas se contenter seulement de rester dans les capitales, n'est-ce pas, pour faire des ateliers, des séminaires, etc. Mais aussi, je pense qu'au niveau local, il faut qu'on essaie de ratisser, d'aller partout, dans toutes les régions, pour parler aux gens. Et au BSDA, il faut à la SODAV, il faut remercier bien sûr la commission ad hoc
mise sur pied grâce à l'aval, bien sûr, du directeur gérant et de madame la PCA, Ngonendou. Vraiment, nous avons un président, nous avons Jacqueline qui nous soutient, mais je pense qu'il faut que nous continuions vraiment à travailler sur ce plan-là, parce que même si en Europe, l'harmonisation fait problème, à forte raison chez nous, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire comme les politiciens qui ne font que calquer ce qu'il y a ailleurs, et ça nous crée des problèmes. Nous devons réfléchir et parler à nos partenaires qui sont les consommateurs. Parce que je pense que ce que nous cherchons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Que les créateurs, n'est-ce pas aussi, puissent s'entendre avec les consommateurs pour bénéficier des revanches qui leur reviennent de droit. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, puisque la communication elle-même est intitulée Tentative d'harmonisation de la copie privée en Europe, quelles leçons l'Afrique peut-elle en tirer? Alors, à la lumière de tout ce qu'il a dit, dans cette démarche d'harmonisation de l'Europe, je suppose qu'il a pu mesurer les forces, les faiblesses, les succès, les échecs. Mais en définitive, M. Blanc, que déconseilleriez-vous aux États africains à leur tour, ou que leur conseillerez-vous justement dans la construction d'un droit sous-régional harmonisé portant sur la rémunération de la copie privée? Alors, on va prendre... Ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste pour l'Afrique. On peut certes vous donner des conseils, on peut partager notre expérience, on peut vous expliquer ce qui s'est passé ailleurs pour que vous puissiez en tirer un certain nombre d'enseignements, imiter ce qui vous semble utile et évitable, mais rejeter aussi ce qui ne vous semble pas utile, pas transposable dans le contexte ouest-africain. Merci. Deuxièmement, j'écoute attentivement les différents propos et je pense qu'on est dans une situation typique d'un problème complexe où la réponse n'est ni oui ni non. C'est-à-dire, à mon sens, il s'agit surtout de savoir ce que l'on veut harmoniser. Et toute la subtilité, je pense que le succès, encore une fois, ce n'est pas à moi de vous dire quels sont les éléments que vous souhaitez harmoniser, mais je pense qu'en termes de manière d'avancer, je vous encourage à bien réfléchir à l'utilité d'harmoniser certains éléments et à l'utilité de garder un certain nombre d'autres éléments à la discrétion de chaque État membre. Et je pense que cet exercice, il faut le faire bien, parce que si on harmonise trop, ce n'est pas bon, et si on n'harmonise pas assez, on risque de le regretter plus tard. Donc je vous encourage en tout cas à poursuivre vos discussions. Je pense que c'est formidable que les différentes organisations régionales et la CEDEAO, l'UEMOA sont pleinement impliqués dans ce processus, et l'OMPI continuera à vous assister, mais encore une fois, c'est à vous, États membres et sociétés de gestion collective d'Afrique de l'Ouest, de prendre vos responsabilités, de vous engager dans ce processus. Et je vous souhaite bonne chance. Porter une information et rebondir sur les préoccupations de M. Marouba Fall et du SG du Mali, puisque, comme vous le disiez, la directive s'impose aux États avec un délai de transposition, mais ce sont les objectifs visés par la directive qui déterminent le degré d'harmonisation. Et certains termes de la directive orientent les États sur une harmonisation à maxima, à minima, où on leur laisse carrément le loisir d'atteindre les objectifs visés en empruntant les voies qu'ils auront choisies. Et pour M. Marouba Fall, je dirais que, en fait, l'approche participative qui guide la prise d'une directive fait que les parties prenantes sont associées en amont. Donc, au moment de la transposition, ce sont les États qui, selon les objectifs à atteindre, choisissent les voies et moyens pour y parvenir. Et le type de texte, les types de textes adaptés
pour parvenir à ces objectifs-là. Et à ce sujet, la commission de l'UEMOA vient d'adopter le présent guide de la transposition qui sera bientôt vulgarisé dans nos États et qui pourrait vraiment donner un coup de pouce à la transposition de nos directives dans les États. J'en ai rapporté un certain nombre, ça vient de sortir, juste pour les secrétaires généraux. Les parties prenantes, les ayants droit, savent exactement ce qu'ils perdent. Quand je dis ils savent ce qu'ils ont à perdre, pour ça ils doivent se battre. Je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait des gens, des autorités, des ministères de la Culture, qui restent avec nous. Souvent, on inaugure, on s'en va, on attend les résultats des travaux. Aujourd'hui, ils sont là, et c'est important. Je pense qu'il faut saluer. Je pense d'avoir l'UEMOA avec nous, d'avoir la CDA avec nous, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut travailler, et vraiment avoir l'OEPI. Nous avons entendu plein de choses, nous avons appris énormément. Mais ce que je veux dire, l'expérience nous a montré que si les ayants droit, la société civile ne se manifestent pas, ne se mettent pas ensemble pour travailler sur des problèmes qui nous sont transversaux, on aura du mal à convaincre les autorités et autres de venir nous prêter main forte. C'est ensemble que nous pouvons aller, mais il faut toujours une impulsion à la base. Et à la base, c'est ceux qui jusqu'à présent ont tout à gagner, qui devraient pouvoir maintenant combler ça. Merci. Comment ça ne marche pas? Maintenant, ça n'entre pas, pour moi, dans les schémas qu'il faut évoquer pour une harmonisation. On ne va pas harmoniser la façon de sensibiliser les consommateurs. Donc, je m'en tenais à mon plan, le programme qui m'a été tracé. Quand je dis qu'il ne faut pas trop attendre, c'est juste que je peux vous garantir une chose, c'est que dans 20 ans, il n'y aura plus de copie privée. Voilà, je dis 20 ans pour qu'on soit tranquille, mais c'est en cela que je vous dis qu'il ne faut pas aller trop doucement, parce qu'une fois que vous aurez la 5G, la 6G, la 10G à Dakar et au-delà de Dakar, vous n'allez pas stocker sur votre téléphone, vous allez y accéder en direct. On a quand même déjà certains pays où la copie privée baisse, parce que les accès sont hyper développés, notamment les petits pays scandinaves. Donc je ne vous dis pas ça du genre, vous n'avez rien fait pendant 20 ans, il serait temps de vous bouger. Moi, dans mon pays, il y a des droits qui sont accordés dans la directive de 1992 en France, qui ne sont toujours pas transposés en droit français. Donc on n'est pas un modèle. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que vous avez là une capacité à percevoir pour des usages réels, qui ont une importance pour les ayants droit, qui ont des conséquences sur les ayants droit. Si vous ne la mettez pas en œuvre maintenant, vous risquez de rater le coche. Voilà. Pour le reste, en ce qui concerne les conseils, Benoît a pris la précaution de répondre à ma place, mais j'allais dire la même chose. Autant je peux avoir l'arrogance de donner des conseils pour un pays, une structure que je connais bien, quand je connais bien son système, autant collectivement, je serais très arrogant de vous dire il faut faire ceci, cela. J'ai donné quelques pistes de points essentiels qui doivent faire marcher la rémunération pour copie privée, comme qui doit payer, le partage, la question du culturel et du social, la prescription. Là-dedans, il y a matière à réfléchir pour savoir si vous voulez ou non harmoniser. Maintenant, je pense que au point où vous en êtes, comme il n'y a pas de système très ancien en développement, comme vous n'avez pas une Cour de justice de l'Union européenne qui va harmoniser, je pense que vous avez sans doute intérêt à réfléchir à une harmonisation régionale. Et j'ai bien compris que le dispositif était juridiquement similaire à celui qu'on trouve dans l'Union européenne, avec des directives qui, effectivement, s'imposent aux États avec une obligation de résultat et avec les moyens qui sont adaptés sur le plan national. Merci.